Anne Sabourin, et Hélène Bidard, à travers elle, et Alain ont donné le cadre, donc tout est clair maintenant. Donc nous sommes dans la première séquence de notre colloque. On rappelle le titre, le rapport à la politique des classes populaires dans une perspective historique, avec la participation donc de Marion Fontaine, bonjour, qui est professeur à Sciences Po, au Centre d'Histoire de Sciences Po, et qui est directrice des cahiers Jaurès. C'est ça ? Et Julien Michy, qui lui est directeur de recherche en sociologie à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, l'IRISO, de l'Université Paris-Dauphine. Voilà pour les présentations. Tout de suite, la parole à Marion Fontaine, qui nous parlera, qui nous donnera des éléments donc je précise quand même quelques d'autres éléments qui sont que ces travaux portent essentiellement sur l'histoire du socialisme et sur l'histoire du monde ouvrier et sur leur recomposition à l'heure de la désindustrialisation. Elle a publié Fin d'un monde ouvrier, Liévin 74, aux éditions des hautes études sciences sociales, et co-dirigé avec Xavier Vignal le dossier La désindustrialisation, une histoire en cours. Elle a aussi dirigé avec Cyril Lemieux le numéro La politique des classes populaires dans la revue Germinal, et elle est par ailleurs, donc, comme je le disais tout à l'heure, directrice des cahiers Jaurès, et elle participe à l'édition des œuvres de Jaurès. Pour le fond donc, de son intervention, elle portera une réflexion historique qui vise à souligner le caractère non évident, je crois que c'est aussi une ligne rouge du colloque, d'aller au-delà des évidences ou des idées reçues, d'aller plus loin, non seulement d'aller plus loin, mais plus profond, voire de dégager les éléments qui méritent d'être mis en avant, et le caractère non évident du lien entre le monde ouvrier et la gauche, les idées reçues sur ce lien, et d'essayer de comprendre ce lien, c'est malgré tout construit, et à quelles difficultés et quelles questions se sont manifestées dans cette construction. Marion Fontaine, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et je vais vous remercier vraiment avec grand plaisir la Fondation Gabriel Péri pour m'avoir invité à ce beau colloque dont le thème est évidemment, alors non seulement en raison des échéances électorales toutes proches, et je pense de manière générale, dont le thème est, me semble-t-il, un thème majeur pour les années à venir. Alors, ce thème, comme vous l'avez expliqué, je vais l'aborder en historienne, en essayant de donner un certain nombre d'éléments de réflexion, alors forcément très schématiques, je m'en excuse par avance, sur la question au fond de ce lien, de la naturalité ou non de ce lien, de la construction de ce lien entre cette section particulière des classes populaires qu'a été le monde ouvrier et la gauche. Et alors pour commencer, donc vous avez dit gentiment que je m'occupais avec d'autres de la publication des œuvres de Jaurès. Et bien justement, je vais partir de Jaurès. De ce que je dis Jaurès, alors jeune député encore républicain, il n'est pas encore devenu socialiste, à Carmaux, qui va devenir son fief en 1890. Jaurès qui en 1890 c'est à vrai dire un petit peu dépité. Carmaux, écrit-il, était depuis 20 ans une ville républicaine. Il y a 1 an, le marquis de Solage a voulu s'emparer de Carmaux. Il y a réussi, au moins pour quelque temps. Il est aujourd'hui député réactionnaire de Carmaux. Administrateur des mines, il a convoqué dans son château quelques ouvriers et il leur a donné mandat de travailler pour lui, les ouvriers de la mine, de les surveiller. Il a répandu l'or, les promesses, les menaces. Les ouvriers mineurs venaient de traverser une longue crise économique. Le marquis de Solage leur a dit « Vous voyez, c'est nous qui ranimons le travail. Si vous n'êtes pas avec nous, il y aura encore du chômage. Si vous êtes avec nous, vous aurez du travail. » Et beaucoup d'ouvriers républicains cédèrent. Il en est pourtant, rajoute Jaurès, qui résistèrent avec une admirable fermeté et beaucoup de ceux qui ont cédé, note-t-il avec un brin d'espoir, aujourd'hui se ressaisissent.
Ceux qui ne connaissent pas le peuple, termine Jaurès, ne peuvent pas comprendre tout ce qu'il y a d'élévation, de courage, de sagesse virile dans quelques-uns de ces braves cœurs que l'esprit de liberté a touché et qu'a visité le rêve de justice. Jaurès parle ici évidemment des ouvriers républicains, restés républicains ou redevenus républicains, qui ont accepté de ne pas voter pour le très réactionnaire marquis de Solages. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici ? C'est d'abord de noter que dans ce qui va apparaître pourtant quelques années plus tard comme un fief incontestable, on verra que ce n'est pas tout à fait le cas pour Jaurès, en 1890, il a affaire à des électeurs ouvriers qui ne sont pas nécessairement socialistes et qui, à dire vrai, ne sont même pas nécessairement tout le temps en permanence républicains. Notamment parce que dans cette ville de Carmaux, qui est un centre de l'exploitation minière, il y a d'autres forces qui influencent ces ouvriers et note Jaurès en particulier celle du marquis de Solages. Jaurès insiste aussi sur le fait que dans ce cas précis, on ne peut pas donc penser que parce que vous êtes un républicain ou parce que vous êtes un socialiste un peu plus tard, les ouvriers voteront nécessairement et automatiquement pour vous. Il y faut un travail, il faut soulever d'abord ces minorités qui votent de manière progressiste et ensuite soulever les autres. Et cette conquête, Jaurès aura beaucoup d'occasions pour le voir, de toute façon est toujours fragile. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler ce type de remarque historique de la part de quelqu'un dont l'ancrage populaire et ouvrier Jaurès apparaît comme totalement incontestable, particulièrement solide. Il est nécessaire donc de rappeler ce type d'évidence historique à une gauche parfois un peu trop nostalgique aujourd'hui et qui a parfois tendance à idéaliser un passé où les classes populaires en général, les ouvriers en particulier, auraient été spontanément, naturellement, intrinsèquement, totalement de gauche. Donc il y aurait en fond ce passé idéal auquel on opposerait un présent où ces classes populaires, ça a été dit dans les introductions, se réfugieraient au mieux dans l'abstention, au pire dans le nationalisme d'extrême droite. Je trouve que ce type d'idéalisation, alors je suis historienne donc je ne suis pas nostalgique, ce type d'idéalisation je le trouve par ailleurs problématique, non seulement parce que je vais y revenir, il entraîne une vision faussée de la complexité du passé, mais je trouve aussi qu'elle est problématique pour le présent. Parce qu'au fond, elle nourrit soit le rêve obscur d'un retour au monde d'avant, soit parfois le sentiment implicite d'une trahison de la part de ces classes populaires qui ne votent pas comme elles le devraient, qui ne votent pas comme l'auraient fait leurs ancêtres, qui au fond ne remplissent pas ce qui serait à la fois, enfin qui ne satisfont pas à la fois leurs intérêts et au fond leur mission historique. Or, je crois que cette manière de penser en permanence en termes de trahison des classes populaires ou de la gauche à l'égard des classes populaires, non seulement elle n'explique pas grand-chose, je vais y revenir, mais je pense par ailleurs qu'elle n'aide en rien à résoudre le problème. Alors, contre ce type de mythe et de vision un peu idéalisée, je crois pour commencer qu'il est nécessaire de rappeler certaines évidences, mais le programme du colloque, la présentation du colloque le rappelle dans son introduction. Pour plager Simone de Beauvoir, on ne naît pas à gauche, même quand on est ouvrier, on le devient. Le peuple, ouvrier ou non, les hommes et les femmes, militants ou non, sont de leur temps, et je le répète, personne ne naît spontanément de gauche. Je voudrais par ailleurs aussi, on pourra y revenir si vous souhaitez, s'interroger sur ce que l'on peut entendre. Et surtout, bon, je vais me concentrer sur le 19e et le premier 20e siècle. Je laisserai davantage Julian Michi, qui connaît ça bien mieux que moi, parler d'une partie du 20e siècle. Surtout, on pourrait se demander ce que c'est qu'être à gauche sur le temps long. Partager des idéaux d'émancipation, les mettre en pratique dans sa propre vie. Est-ce qu'être à gauche, c'est voter à gauche, mais laquelle ? Et en France, la question se pose particulièrement parce que voter à gauche, ça peut être successivement ou simultanément voter républicain, voter socialiste, voter communiste, voter radical. Donc, voter à gauche quand on est ouvrier, ça peut être une pluralité de solutions. Donc, est-ce que c'est être à gauche? Est-ce que c'est vivre à gauche? Est-ce que c'est voter à gauche? Est-ce que c'est militer syndicalement, politiquement ou combattre révolutionnairement? Bon, autant de manières de dire que, autant de manières de souligner que l'équation entre les classes populaires et la gauche n'a pas et n'a jamais eu sans doute la belle limpidité qu'on lui prête parfois. Donc l'enjeu de cette communication sera de revenir sur certains points saillants
de cette équation, avec l'idée que comprendre ce qui s'est passé, ce qui a marché et qui quelquefois n'a pas marché, peut être aussi non pas un modèle ni une leçon, je n'y crois pas trop, mais une expérience pour le présent. Alors, pour commencer, on pourrait faire une première remarque, rappeler que si on se place dans le cadre de notre modernité, c'est-à-dire dans le cadre de la modernité que construisent les doubles révolutions politiques, d'une part dans le sillage de la Révolution française et économique et sociale dans le sillage de l'industrialisation. Donc, si on se place dans ce 19e siècle qui vit cette double révolution, on pourrait d'abord dire que dans les premières décennies du 19e siècle, au fond, l'histoire de la gauche des ouvriers suit tout d'abord deux lignes parallèles, mais pas forcément et pas nécessairement convergentes. D'une part, vous avez bel et bien, chez des intellectuels comme Saint-Simon, comme Fourier, comme Owen en Angleterre, vous avez bel et bien un socialisme des intellectuels qui se construit, qui construit des projets et des utopies pour offrir d'autres perspectives que le désordre et l'injustice née du capitalisme industriel. Donc vous avez toute une série, toute une réflexion intellectuelle qui se bâtit dès cette époque. Elle s'opère cependant au départ de manière assez dissociée de ce qui se passe dans un monde ouvrier qui est lui-même en gestation, beaucoup plus complexe, là encore, que ce que l'on dit parfois. Le monde ouvrier du 19e siècle, c'est à la fois les premiers ouvriers d'usine, c'est les mineurs qui travaillent à la mine, mais c'est aussi les femmes qui travaillent dans l'industrie textile. Et c'est aussi énormément de travailleurs et plus encore de travailleuses isolées et précaires dans des petits ateliers, des couturières à domicile, etc., etc. Tout un monde qui subit de plein fouet le capitalisme industriel, les nouvelles formes de relations salariales qui se mettent en place, et qui est en même temps exclu de la vie politique. On en parlait en évoquant l'abstention et la question des citoyens passifs. Il faut quand même bien rappeler que jusqu'aux années 1840-1870, tout simplement, une grande partie du monde ouvrier, je ne parle même pas des femmes, ne vote pas. Donc ne peut pas être un acteur politique au sens intégré dans le jeu politique classique, puisque de toute façon, il n'y a pas accès. Ce qui n'empêche pas d'agir. Alors d'agir dans des formes qui sont soit des révoltes, celles des canuts dans les années 1830, les révoltes ludites, donc de Brie Machine dans les années 1810-1820, mais qui n'ont pas vraiment le sens, sur, disons, une organisation proprement politique. Et ils s'organisent aussi dans des premières formes d'organisation que sont les sociétés de secours mutuels, les chambrées, les coopératives. Donc vous avez, bon, je caricature à gros traits, il faudrait encore complexifié, mais disons que le premier 19e siècle se marque par au fond, ce parallélisme et en tous les cas à la fois des projets intellectuels qui se bâtissent et qui tentent de penser un autre monde que celui du capitalisme industriel et en même temps des formes d'organisation et d'action ouvrière qui agissent mais en restant pour partie en dehors du politique, au moins stricto sensu. Les deux lignes de parallèle que je viens de vous tracer commencent à se rejoindre autour des années 1840, très largement, qui voient des formes de politisation et d'entrée en jeu plus prononcées d'une partie au moins des ouvriers qui apparaissent comme les soutiens d'un camp républicain. La République est encore à consolider, voire comme les soutiens de projets plus spécifiques, radicaux, socialistes, donc qui commencent à apparaître comme des acteurs politiques, donc d'autant plus facilement qu'à la suite de la Révolution de 1848, ces ouvriers, comme l'ensemble des citoyens français masculins, acquièrent le droit de vote. On pourrait observer également que c'est à peu près au même moment, dans les années 1848, à l'échelle européenne, cette fois, que se structure le socialisme, non plus seulement comme un projet intellectuel, mais comme un projet proprement politique, qui va passer au centre de son action, et au centre de sa construction politique, la classe ouvrière. Bon, ça revient notamment à Karl Marx de donner toute sa puissance à cette représentation. Marx, qui donc, dans la lecture qu'il fait du rôle de la classe ouvrière, fait du prolétariat la classe de l'avenir. Je trouve que c'est toujours intéressant à rappeler, pas la classe victime, pas seulement la classe victime, la classe de l'avenir, parce que c'est elle qui va bâtir le renversement du capitalisme et la future société sans classe. Et la classe universelle, parce que contrairement à la bourgeoisie, elle se bat pour l'ensemble de l'humanité et non pas seulement pour elle-même. Il faut noter que la lecture sociologique débouche ici sur une lecture particulièrement
attractive et politisante, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'elle dit aux ouvriers considérés qu'ils ont un rôle politique actif à jouer et qu'ils sont ceux qui bâtiront l'avenir, c'est quand même quelque chose qui peut être potentiellement attractif. Et par ailleurs, Marx fait partie de ces premiers leaders socialistes, mais il y en a d'autres, Proudhon, Bakounine, qui pensent l'articulation entre un projet philosophique et intellectuel et un projet proprement politique qui s'incarne, pas encore dans des partis à cette date, mais dans la Première Internationale, dans des organisations, donc qui dit qu'il reviendra à des nouvelles formations socialistes et communistes. Bon, on utilise beaucoup le terme socialiste de manière très générale à cette époque, non seulement de mener la lutte des classes, mais de permettre au monde ouvrier de prendre conscience de son identité et de son unité comme classe. Donc il y a vraiment l'idée, que le projet appuyé sur le monde ouvrier sera un projet proprement politique. Il faut bien dire que tout ça n'est pas toujours facile et que les réalités au départ sont très différentes des projets et de cette idée d'une révolution bientôt à naître. Bon, deux événements français le rappellent. Je vous rappelle que les premières élections présidentielles au suffrage universel masculin en France en 1849 se traduisent par la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est pas précisément un homme de gauche, tandis que le candidat radical-socialiste, Théodore Rollin, fait à peine 5%. Donc, ce n'est pas absolument gagné. Et on pourrait même dire que la Commune, cette aurore révolutionnaire que scelle Marx en 1871, certes, est un moment révolutionnaire important, mais n'entraîne pas toute la France derrière elle, c'est une litote. Les pauvres communards sont bien isolés. Et au fond, quand vous regardez même, je pense aux travaux de Laure Godinot et d'autres, vous voyez que même tout le peuple parisien n'est pas communard. Donc, cette idée d'une politisation et d'une classe ouvrière, notamment qui prendrait conscience elle-même pour devenir un acteur politique massif, majoritaire et vainqueur, ça existe dans les projets, dans les faits, c'est encore assez compliqué. Alors, cette complexité, elle va beaucoup marquer les conceptions des républicains qui vont participer à la consolidation de la Troisième République, et plus encore des petits groupes socialistes qui vont se structurer à partir des années 1880 avant de se réunir très provisoirement dans la SFIO en 1905. Ce qui marque beaucoup ces républicains en général et ce qui va marquer les socialistes en particulier, c'est d'abord l'enjeu de l'éducation. Ça, c'est le trauma de l'élection présidentielle de 1949. C'est l'idée que personne, là aussi, même ne naît citoyen. Et donc, si vous voulez des citoyens critiques, libres, éclairés, qui soient susceptibles d'exercer un jugement politique, après tout quel qu'il soit, comme dirait Jaurès, il faut l'école laïque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas concevoir une démocratie qui ne soit pas une démopédie, qui ne soit pas une œuvre d'éducation en elle-même. Deuxième chose, il y a, et ça je vais penser plus spécifiquement sur les socialistes, il y a bien l'idée qu'il y a un travail de politisation à mener. C'est-à-dire qu'il y a bien des forces latentes qui vont dans le sens du progrès et de l'émancipation, mais elles sont condamnées à rester latentes sans une politique efficace, sans une conquête des usines, et même bien au-delà des usines, parce que tous les travailleurs français ne travaillent pas dans les usines, sans une conquête des ateliers, et aussi sans une conquête des terroirs et des paysans. Bon, je n'ai pas le temps d'insister sur les paysans, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc l'idée est qu'il ne s'agit pas d'attendre que la classe ouvrière ou que les ouvriers nous rejoignent, il faut faire en sorte qu'ils nous rejoignent effectivement, donc il y a un rôle proactif, on dirait aujourd'hui. Jules Guesde, par exemple, l'un des grands leaders du socialisme français d'avant 14, l'affirme hautement. « Je n'ai jamais suivi les foules, dit-il, j'ai fait l'opinion des foules. Ce n'est pas à l'école du prolétariat que je suis allé, c'est le prolétariat qui est venu à mon école. » Il n'y a pas moyen d'être plus clair sur l'idée de dire que la politique, elle vient aussi avec les leaders politiques. Donc, c'est-à-dire que, et ça, pour ça, les guédistes se montreront extrêmement forts, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'actions concrètes pour que se réalise la politisation, les réunions, ce qu'on appelle alors la propagande, qui passe par la musique, par les brochures, par les affiches, par des tentatives d'éducation socialiste, qui passe par le jeu sur les institutions ouvrières qui sont susceptibles d'alimenter l'esprit socialiste, les mutuelles,
les coopératives, les syndicats, et qui passe aussi par le travail, évidemment, au sein du parti. Alors, c'est assez compliqué chez les socialistes français, puisque, comme déjà dit, ils vont mettre un certain temps et un temps certain à agir dans le seul parti, mais ils sont bien convaincus que c'est ce travail aussi de terrain, de fourmi, qui fonctionne, et on a toute une série de sources, depuis les carnets de Marcel Cachin jusqu'au voyage de Jaurès ou de Gued, qui montrent à quel point ce travail de terrain, de fourmi, il est permanent, et que c'est aussi comme cela qu'ils envisagent de constituer une adhésion ouvrière majoritaire au socialisme. Ça ne marche pas si mal. Il n'y a pas de majorité révolutionnaire marxiste en France avant 1914, ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais il y a déjà des gouvernements d'union des gauches. Par exemple, le gouvernement du Bloc des gauches entre 1902 et 1905 qui fonctionne non pas avec la participation mais avec le soutien des socialistes. Et il y a quand même une lente imposition, lente mais réelle, des partis socialistes et ouvriers dans le paysage. Je vous rappelle par exemple que le SPD, le Parti social-démocrate allemand, devient en 1912 le premier parti en Allemagne, et que la SFIO, lors des élections législatives d'avril 1914, juste avant la guerre, devient le deuxième groupe à la Chambre des députés, juste derrière les députés radicaux. Donc, preuve en est que ce travail, mené dans des conditions, alors sans Internet, sans TGV, enfin, dans les conditions qu'on imagine, ne fonctionne, somme toute pas, enfin, n'est pas totalement inefficace. Même s'il est toujours précaire. Et je pense que là aussi, il faut le souligner, bon, à un moment où on imagine, et je pense que ça va se réentendre dans les législatives, qu'il y a des bastions ou des terres naturellement de gauche depuis 100, depuis 120 ans. Ce que montre la période d'avant 14, c'est que tout ça reste éminemment fragile. Bon, pour donner quelques exemples, certes, Jaurès gagne en 1893 à Carmaux, en unissant derrière lui, en politisant les mineurs, les verriers et une partie des paysans, mais il repère en 1898 dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Donc, et en partie, au moins, en raison de son soutien à la cause Dreyfusard, même s'il regagne en 1902. Même chose pour Roubaix, la Mecque du socialisme pendant des décennies. Roubaix qui est gagné par Jules Guesde en 1893, mais perdu par le même Jules Guesde en 1898. On pourrait dire la même chose encore de Lille, qui passe sans doute à gauche au tout début du XXe siècle, mais repasse au modéré en 1904 et le reste jusqu'à la guerre. Donc il n'y a pas de bastion, il n'y a pas de terre immémorialement de gauche, il y a juste des conquêtes qui ne sont pas les conquêtes du pouvoir central à cette date, mais des majorités municipales qui se dessinent, mais qui sont toujours extrêmement fragiles. Et qui attestent que même dans des villes très ouvrières, Roubaix, Lille sont des villes, effectivement, où la majorité sociologique de la population est ouvrière. Le vote ouvrier ne se porte pas nécessairement et uniquement sur les socialistes. Alors pourquoi ce serait un petit peu long, mais c'est pas mal de l'évoquer. D'abord parce que ces milieux populaires sont soumis à d'autres influences, et celles-ci peuvent être bien plus puissantes. Jaurès le dit. Le marquis de Solage, dit-il, achète des voix. Il faut compter avec toutes les forces du paternalisme et de l'encadrement patronal qui subvient aux besoins d'une partie des ouvriers, mais qui pèse considérablement sur leur vote. D'autres influences, ça peut être d'autres influences religieuses. Sans doute, le monde ouvrier, pour partie, est-il plus déchristianisé que d'autres catégories. Il ne l'est pas totalement à cette date. Et on sait bien que jusqu'aux années 60, l'influence catholique est quand même très nettement antinomique à un vote socialiste. On pourrait aussi remarquer que, au fond, ce n'est pas simplement des influences extérieures qui limitent la pénétration socialiste auprès des ouvriers, c'est aussi la structure du monde ouvrier lui-même. Un monde ouvrier qui, sans doute, prend conscience pour une partie de lui-même de sa force collective et cohésive, mais qui reste et qui restera partagé par des hiérarchies et des tensions considérables. C'est-à-dire qu'on n'a pas un modèle ouvrier unique, alors pour ne prendre que deux sources de tensions considérables. On sait très bien à cette date que dès avant 1914, vous avez par exemple une vraie différence entre les ouvriers qui parviennent à une petite stabilité, pour plein de raisons, donc à sortir de l'insécurité la plus absolue, qui frôlent parfois les petites classes moyennes, et les ouvriers, les familles monoparentales ou autres, complètement précaires.
Et on sait bien, enfin je pense que les politistes le diront comme moi, que ce type d'insertion et de stabilisation a un rôle immense sur les formes de politisation. Et en général, par exemple, si vous êtes plus stable, mieux assuré, vous avez peut-être plus de chances de vous engager politiquement que si vous êtes complètement dans une situation d'instabilité et de précarité. Donc, différence stable, instable, comme différence entre ouvriers autochtones, ouvriers établis depuis longtemps, et ouvriers migrants, ouvriers établis depuis beaucoup moins longtemps. On sait bien que vous avez aussi des rixes nationalistes et xénophobes au sein du monde ouvrier lui-même. On parle beaucoup des émeutes d'Aigues-Mortes. Je mentionnerai, alors vous avez dit qu'effectivement j'ai travaillé sur les mines, on pourrait mentionner les émeutes de Lens entre 1892. Lens qui est pourtant, dès cette date, le fief d'un député, alors là c'est un député socialiste et ouvrier, Émile Bally, il a servi de modèle pour Étienne Lantier dans Germinal. Donc Lens qui est le fief d'un député socialiste et ouvrier et qui est pourtant traversé en 1892 par des rixes entre ouvriers français syndiqués, donc, aucun problème, qui veulent chasser les ouvriers belges qu'ils accusent de prendre tous les postes qualifiés et de ne pas faire leur service militaire. Donc avec toute l'idée que effectivement ces tensions internes au groupe ouvrier et qui peuvent être aussi des obstacles à l'engagement politique sont déjà présentes, comme sont présentes les questions que cela pose aux représentants socialistes et ouvriers de ces fractions de population. Faut-il suivre ce nationalisme? C'est un peu ce que fait Émile Bally. C'est d'ailleurs en disant en gros à ce trou, c'est bien, vous avez raison, il faut chasser les Belges. C'est pas tout à fait compatible avec l'internationalisme, mais on verra plus tard. Ou faut-il au contraire miser sur le socialisme d'éducation, comme on l'a dit Peggy, et dire, y compris à ses propres troupes, que certaines colères politiques ne sont ni justes ni légitimes et qu'elles détournent le vrai cours de l'effort ouvrier. C'est un peu davantage la position de Jaurès. Mais tout ça pour dire que ce soit dans la fragilité des bastions ou dans le fait que les ouvriers sont traversés par d'autres influences, on voit bien que cet ancrage à gauche est rien moins qu'assuré certain, même s'il grandit, même s'il grossit, même s'il s'affirme. Bon, je ne vais pas trop débarder ici, puisque je pense que je ne voudrais pas non plus trop débarder en matière de temps, que Julien Michi reviendra. Donc tout ça pour dire que cette dialectique du travail politique, de la politisation, va se poursuivre évidemment au cours du XXe siècle avec un nouvel acteur qui sera, donc après le Congrès de Tours, qui sera le Parti communiste français, qui va devenir effectivement l'une des modalités privilégiées d'expression d'une identité politique de gauche au sein du monde ouvrier, sans être une modalité, je pense qu'il faut le rappeler, exclusive. C'est-à-dire que, bon alors, peut-être parce que je travaille sur le Nord, mais il y a des ouvriers socialistes. Et alors dans le Nord, par exemple, c'est clair que les uns politisent autant que les autres. Au fond, pour le monde ouvrier français, la manière d'exprimer son identité de gauche restera toujours plurielle, beaucoup plus plurielle que dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, par exemple, vous avez au moins jusqu'aux années 70-80, une homogénéité bien plus grande entre une identité sociologique, la classe ouvrière, une identité culturelle, le football dans les stades du nord de l'Angleterre, et une identité politique, le Labour. En France, tout ça va rester évidemment, du fait de la division de la gauche française, beaucoup plus pluriel. Et je n'ai pas besoin d'insister, là aussi, je pense qu'on y reviendra sur le fait que, par ailleurs, tous les ouvriers ne votent pas, même dans cette période si singulière des Trente Glorieuses, à gauche. Par ancrage catholique, par fidélité à d'autres traditions, pour des raisons de hiérarchisation que je vous ai mentionnées. Je pense qu'on a besoin encore de travaux sur cette question. Le vote gaulliste ouvrier, par exemple, qui est une vraie réalité, mériterait très largement d'autres travaux. Et comme le faisait remarquer l'historien Xavier Vignat, de manière générale, pour une raison qui s'entend, mais quand même, on aurait besoin de davantage travailler sur ces ouvriers conservateurs, ne serait-ce que pour avoir conscience du fait qu'ils ne sont pas nés dans les années 90-2000, mais que cette figure de l'ouvrier conservateur existe déjà, même si c'est sous des formes très différentes.
Alors, évidemment, mais là aussi, ça va être l'objet entier du colloque, donc je ne vais pas trop y insister. Il reste que ces formes de construction, de liaison entre, je le répète, identité sociale de classe ouvrière et identité politique de vote pour des partis de gauche, on sait que ce lien-là s'est défait, suivant une chronologie qui mériterait là aussi d'être interrogée. Est-ce que le moment où tout ça se défait dans les années 80, au moment où la crise économique et le chômage de masse frappent le plus, est-ce que c'est plus tard, dans les années 90-2000, il y a encore des effets de chronologie sans doute à travailler. Et ce qui se défait, je pense que là aussi il faut le rappeler, ce n'est pas à proprement parler le monde ouvrier, celui-ci ne disparaît pas. Il y a encore des ouvriers en France, heureusement, mais il se rapetisse, proportionnellement parlant, et surtout, il reprend, un peu comme au XIXe siècle d'ailleurs, des formes beaucoup plus éclatées, c'est-à-dire qu'on peut penser aujourd'hui, alors est-ce que le mot ouvrier convient d'autres, que oui, les ouvriers d'aujourd'hui, les travailleuses à domicile, couturières du XIXe siècle, ont été remplacées par les travailleurs du beurre ou autres. Donc on a affaire à un monde qui, pour finir, après ce qui a peut-être été l'exception des années 1930-1970, reprend des formes beaucoup plus éclatées qu'auparavant. Donc, mais c'est moins ce monde ouvrier-là qui disparaît. Ce qui se défait, c'est bien une identification dont on a vu qu'elle demeurait en permanence fragile et provisoire entre une identité sociale de classe et une identité politique de gauche. Jusqu'au fameux rapport Terranova de 2012, qui au fond est devenu une espèce de rapport, de but témoin de cette évolution. Alors, rapport intéressant, non pas, ça a été dit, pour sa pertinence sociologique, somme toute discutable, mais parce qu'au fond, ce rapport fait lui aussi du monde ouvrier un mythe. Mais non plus un mythe positif, comme au temps du Parti communiste, mais un mythe négatif. Et je suis frappée comme historienne de voir que ce monde ouvrier, qui a longtemps été le mythe positif par excellence de la gauche, peut-être trop, est devenu aujourd'hui, pour une partie de la gauche au moins, un mythe négatif, son cauchemar et son remords. Donc je pense que travailler sur, sortir des mythes, j'ai commencé par là et je terminerai par là, s'avère justement indispensable et pour le passé et pour le présent, pour comprendre une réalité sans doute moins simple, moins lumineuse, mais une réalité quand même intéressante et qui rappelle que rien n'est jamais joué, mais tout est toujours possible dans la rencontre entre un milieu social et des hommes et des femmes et des organisations qui entendent promouvoir des lois, des réformes, des mesures censées servir les intérêts de ce milieu. Et donc, faire en sorte que ces rencontres se nouent, je le répète, n'est jamais évident ni facile. D'un côté, parce qu'on a un milieu social, un monde divers, mouvant, qui peut douter de la réalité de l'idéal proposé, qui peut douter que les changements apportés et proposés répondront à ses attentes, ou qui peut tout simplement lui-même se tromper ou errer. Et de l'autre côté, on a des porteurs et des porteuses d'idées ou de propositions politiques et sociales qui souhaitent représenter ce milieu, qui entendent les organiser, qui entendent les représenter et qui entendent partager des politiques d'émancipation. Donc, faire en sorte que cette rencontre ait lieu, je le répète, n'est jamais donné, est toujours improbable. Et je pense qu'on ferait bien de rappeler aujourd'hui que c'est toujours fragile. Mais comme l'aurait dit Jaurès, c'est aussi une entreprise qui, historiquement, a permis que s'approfondisse la démocratie et que se fasse, malgré tout, l'inclusion du monde ouvrier dans la démocratie sociale et politique de ce pays. Voilà. Merci beaucoup. Un des éléments vraiment tout à fait passionnants pour qui amorce une réflexion et qui la met à la fois en perspective, mais qui en même temps l'ancre dans les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc maintenant, Julien Michy, qui donc est chercheur en sociologie, qui est auteur de plusieurs ouvrages, donc au moins rappeler quand même ce qui nous concerne le plus directement peut-être ici, qui est sur l'histoire du mouvement ouvrier, donc le Parti des communistes, publié en 2020, et qui retrace 100 ans d'engagement communiste en France. Et vous avez aussi co-dirigé la revue du mouvement social sur les naissances du communisme en France. Et
vous allez revenir, je crois, sur les conditions qui ont rendu possible une mobilisation des classes populaires. On est là dans une articulation avec ce que nous a présenté Marion Fontaine, je crois, en montrant, en partant aussi du fait que l'engagement politique n'a rien d'évident pour les groupes populaires. Je vous donne tout de suite la parole pour votre intervention. Je vais juste chercher quelque chose et je reviens. Merci pour cette présentation et merci à toute l'équipe de la Fondation Gabriel Péri pour l'organisation de cette rencontre. Je suis ravi d'y participer. Donc effectivement, je vais m'inscrire dans le prolongement de l'intervention de Marion Fontaine. Donc je vais revenir sur les ressorts de l'engagement politique des classes populaires en prenant l'exemple que je connais mieux, donc l'exemple du Parti communiste. Mais en introduction, je vais d'abord revenir sur les freins pour effectivement casser les images que l'on projette sur le passé, pour bien dire, avant toute chose, que ce sont bien les freins à l'engagement des classes populaires qui prédominent, y compris pour les périodes passées, puisque les logiques d'engagement dans le champ politique sont clairement largement extérieures à l'univers quotidien des membres des classes populaires, aujourd'hui et dans le passé. Ces dernières souffrent de différents handicaps, notamment en termes de temps disponible, de capital culturel, qui sont autant de barrières à leur mobilisation politique. Donc, c'est notamment ce qu'a montré Pierre Bourdieu. Leur position dominée dans l'espace social les conduit structurellement à avoir tendance à s'en remettre à d'autres dans le champ politique. Elles ont une faible disponibilité biographique. Il y a la clôture du champ politique. Tout ça favorise des mécanismes de délégation politique qui les tiennent à distance structurellement du monde politique. Et lorsqu'on repère des traces d'engagement politique d'individus issus des classes populaires, il s'agit le plus souvent, dans la plupart des cas, des engagements sur des positions subalternes, subordonnées, c'est-à-dire au service d'autres. Et donc, dans le cadre de mes recherches actuelles, je m'intéresse surtout à la vie politique dans des petites communes industrielles, dans une perspective historique sur le XXe siècle. Il apparaît très clairement que lorsque les membres des classes populaires de ces bourgs s'investissent politiquement, elles le font surtout sur des positions subalternes. En fait, elles sont au service des figures de la notabilité locale. Donc, c'est un peu ce que Marion évoquait pour Carmaux, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des ouvriers très qualifiés, des contremaîtres qui sont enrôlés par des notables locaux. Donc, ça peut être par le patron, ça peut être par des gros commerçants et qui figurent comme conseillers municipaux dans ces communes, alors que les positions d'adjoints et de maires sont monopolisées par les catégories intermédiaires ou supérieures de l'espace social local, y compris donc dans des communes très ouvrières qui ont connu une industrialisation à partir du milieu du XIXe siècle, y compris dans ces communes-là, la remise en cause d'une élite politique locale, donc formée de commerçants, de professions libérales, de dirigeants d'entreprises, de propriétaires, n'a rien d'évident. Et même lorsque des listes de gauche peuvent remettre en cause cette hégémonie, donc notamment dans les années 60 et 70, les ouvriers, les employés, donc les membres des classes populaires, ne sont pas forcément dans les premières places, on les trouve plutôt en fin de liste. Et ces listes d'union de la gauche, notamment lorsqu'elles sont animées par les radicaux et les socialistes, mais également parfois par les communistes, ces listes sont plutôt animées par des médecins, par des enseignants. Et les ouvriers et les employés, on les retrouve plutôt en milieu ou en fin de liste. Donc, il y a une importance des mécanismes qui tendent à les marginaliser. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ça repose sur une auto-exclusion, comme l'a bien montré Daniel Gaxi, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'incompétence politique qui les conduisent à demeurer en retrait de la vie politique et donc à s'en remettre à d'autres, à des porte-paroles extérieurs à la classe. Mais en même temps, en travaillant donc sur ces bourgs industriels, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des mécanismes actifs de marginalisation qui trouvent leur source dans l'action des groupes sociaux dominants, qui occupent activement les positions de pouvoir et qui travaillent à reléguer les intrus qui n'ont pas donc le bon profil social et politique. Donc des mécanismes actifs, puisque en travaillant donc sur ces communes, je me rends compte que donc moi je m'intéresse à la fois aux candidats et aux élus. Donc depuis les années 20, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'ouvriers parmi les candidats que parmi les élus. C'est-à-dire que leur marginalisation, elle ne se fait pas qu'en amont, ils ne se sentent pas qu'extérieurs au monde politique, c'est que même lorsqu'ils essayent de concourir à la lutte politique, ils ont plus de chances d'être battus
Et donc, les chances pour un candidat ouvrier d'être élu sont beaucoup plus faibles que pour un candidat appartenant aux classes moyennes et supérieures d'espace politique local. Donc, il y a bien une exclusion qui intervient aussi dans le cadre de la lutte politique. Et donc, les barrières à l'entrée dans le champ politique, elles commencent très, très tôt, dans le fait de se projeter comme candidat, mais aussi dans le fait de pouvoir être élu. Et dans les partis également, on perçoit bien qu'en général, les membres des classes populaires sont davantage cantonnés à des rôles d'appui, de main-d'œuvre militante qui sont mobilisées lors des campagnes ou des événements internes. Et donc, c'est notamment ce que va montrer Raphaël Chalier qui interviendra demain, donc sur la période récente, mais on peut faire les mêmes constats pour les périodes passées. Donc, selon le préambule, il vise à souligner que l'engagement politique des ouvriers au cours du XXe siècle, il n'a rien d'évident. En général et à gauche, comme l'a bien dit Marion, et donc que les freins à l'engagement sont bien plus forts que ses ressorts, même si on a tendance effectivement aujourd'hui, du fait qu'on est dans une situation contemporaine de démobilisation politique forte, à orienter nos regards vers les ressorts à l'engagement ouvrier lorsqu'on s'intéresse au passé. Et donc je vais intervenir donc à partir du cas du communiste, tout en disant que ce qui dominait, c'était bien quand même un engagement politique subalterne, et que là, chez les ouvriers, et que là, on est vraiment sur un cas qui est plutôt exceptionnel, puisqu'on est dans le cas donc d'un mouvement qui a été le support d'un engagement politique massif des classes populaires, donc en gros des années 30 aux années 70, avec des militants issus des classes populaires qui ne sont pas forcément marginalisés dans l'organisation. Donc, je rappelle juste que c'est le premier parti de gauche de la Libération à la fin des années 70, et qu'en gros, il rassemble environ un quart des suffrages sous la 4e République. Je vais d'abord évoquer les conditions politiques qui peuvent être mises en avant, donc les conditions politiques organisationnelles qui peuvent expliquer le fait d'une mobilisation en partie réussie des classes populaires au sein de l'organisation et dans le champ politique, pour ensuite revenir sur les facteurs sociaux qui ont favorisé cet engagement ouvrier. Alors, concernant les ressorts politiques ou organisationnels, il est peut-être utile de commencer par dire qu'il n'y a pas de parti communiste ouvrier qui naît directement lors du congrès de Tours, donc en décembre 1920, donc le congrès qui a vu la scission entre la majorité qui adhère à l'internationale communiste et la minorité qui va maintenir l'ancien parti socialiste, la SFIO, puisque au congrès de Tours, chez ceux qui vont devenir les communistes et lors des premières années de ce mouvement qui va devenir donc le parti communiste, il n'y a quasiment pas de dirigeants ouvriers. Donc il y a en gros un seul, donc c'est Tomasi qui est au comité directeur, qui est un ancien ouvrier de l'aviation, mais pour le reste on est dans des élites politiques classiques avec très peu d'ouvriers, donc il faut plutôt attendre la bolchevisation, donc en 1924 pour voir l'efficacité d'un processus de promotion d'ouvriers et donc essentiellement de syndicalistes. Et ça va avec le fait que l'on va mettre l'accent sur les cellules d'entreprise, sur le fait que les militants doivent avant tout s'organiser dans leur lieu de travail. Donc, il y a une rupture avec le mode de fonctionnement de la SFIO. Et le symbole de cette ouvriérisation, c'est quand Pierre Somard, donc ancien cheminot, syndicaliste, devient secrétaire général au début de l'année 1924. Et l'ouvriérisation du parti, elle s'appuie surtout sur une promotion rapide, très rapide, de syndicalistes dans la deuxième partie des années 20 au début des années 30, de syndicalistes qui sont donc issus de la CGT, qui sont souvent issus du syndicalisme révolutionnaire, donc comme Pierre Somard, et qui vont opérer une conversion politique en faveur de l'idée d'un parti d'avant-garde, qui est une idée qui est assez étrangère au syndicalisme révolutionnaire. Donc cette prolétarisation, cette ouvriérisation, elle renvoie à des consignes des bolcheviks, à des consignes de l'internationale communiste, mais elle répond aussi à des aspirations des militants français qui entendent rompre avec le mode de fonctionnement de la SFIO et avec le type d'élite militante que ce mode de fonctionnement a favorisé, avec une prépondérance des hommes de lettres, des hommes de droit, avec de nombreux avocats, journalistes, intellectuels de profession d'une manière générale. Et l'une donc des conditions à l'accession d'anciens ouvriers aux positions dirigeantes dans ce parti, ça repose sur des luttes internes très fortes, des luttes internes où l'identité sociale des protagonistes est constamment mobilisée, avec notamment l'opposition entre d'un côté ceux qui sont décrits comme des petits bourgeois ou des intellectuels, et de l'autre côté ceux qui sont valorisés comme des éléments prolétariens.
Donc, il y a des luttes internes fortes qui permettent cette ouvriérisation. Et plus largement, cela repose sur un volontarisme organisationnel avec la mise en place de dispositifs de sélection, de formation et de promotion de militants d'origine populaire, avec donc ce que l'on appelle la politique des cadres. Donc, cette promotion de cadres ouvriers, elle est étroitement liée au centralisme démocratique, donc à des mécanismes de centralisation, de hiérarchisation qui se mettent en place à partir du milieu des années 20. Elle est favorisée notamment par le contrôle biographique des militants, donc à travers l'usage des questionnaires biographiques. Ces dispositifs de contrôle et d'enquête ont des objectifs politiques, donc d'abord de façonnage idéologique, mais ils ont aussi des effets sociologiques, et notamment parce que l'origine sociale peut être utilisée pour marginaliser certains, donc ils sont dénigrés comme intellectuels, comme petits bourgeois, et promouvoir d'autres. Et ce que les archives montrent clairement, c'est qu'il y a une certaine indulgence pour les ouvriers qui font des fautes politiques, ou pour même les intellectuels, mais qui bénéficient d'une forte base ouvrière. Et cette entrée d'ouvriers dans les échelons, dans les différents échelons de l'appareil, elle correspond donc à un moment donc, de bolchevisation, puis de stalinisation, et donc clairement un moment de déclin de la vie démocratique que le Parti communiste a connu au début des années 20. Et donc, une des questions politiques qui se pose, puisqu'on était un peu invité aussi voilà, à mettre en avant les enjeux politiques, c'est de savoir si les deux phénomènes, ouvriérisation et réduction des espaces de liberté militante dans l'organisation, vont nécessairement de pair. Donc, en gros, la prolétarisation, elle correspond à la phase de stalinisation de l'organisation. Et donc, on peut se poser la question du rapport ou pas nécessaire entre ces deux phénomènes. Toujours est-il que l'identification systématique de la position sociale des militants, c'est ce qui permet, à mon sens, cette ouvriérisation. C'est-à-dire que c'est une condition essentielle et nécessaire à la remise en cause, même partielle, des élites intellectuelles sur la vie militante, donc dans le mouvement ouvrier de manière classique, dans sa forme partisane, puisqu'il y a toujours un travail systématique de mettre en avant l'origine sociale des militants. Donc, on la retrouve dans les documents internes, dans les différents états d'organisation que les responsables doivent élaborer, dans les enquêtes internes, dans les discussions pour la sélection des candidats aux différents scrutins. C'est pris en compte pour, bien sûr, la sélection pour les écoles internes, qui jouent un rôle très important dans cette ouvriérisation, puisque la formation militante, elle est bien sûr essentielle pour lever les barrières à l'engagement politique des classes populaires. Et les archives montrent bien que les efforts sont importants et orientés prioritairement vers les ouvriers et les paysans, alors que d'autres catégories, comme les enseignants, ne sont pas considérés comme des publics cibles. Donc l'idée, c'est bien de fournir des connaissances et des savoir-faire à des individus issus de milieux populaires pour les armer pour le combat politique. Il y a en quelque sorte la constitution d'un capital culturel d'origine militante pour compenser une faiblesse en capital scolaire et les effets de démobilisation qu'a cette faiblesse en termes de capital scolaire. Et donc là, ce qu'on repère aussi, c'est que l'engagement communiste, il apparaît comme une manière, comme une instance de rattrapage scolaire pour de bons élèves qui sont issus des milieux populaires, mais qui ont dû écourter leur scolarité. Et c'est notamment ce que les travaux de Bernard Épudal mettent en avant, c'est-à-dire que du côté des dirigeants communistes, on est plutôt face à des ouvriers atypiques qui sont surscolarisés et qui sont à la limite en réalité des classes moyennes. Et ces ouvriers atypiques, on les retrouve au niveau de la direction nationale, mais aussi au niveau des espaces locaux, des sections locales. Donc la formation militante, elle joue un rôle essentiel elle montre bien qu'il y a un rôle essentiel de l'organisation partisane pour favoriser une prise en charge ou une répartition du coût d'entrée en politique que doivent acquitter des militants issus de milieux populaires. C'est dans et par l'organisation qu'ils accèdent à des ressources culturelles, des ressources collectives, qui leur permettent de dépasser leur sentiment d'illégitimité à faire de la politique, et donc ça leur donne des armes pour lutter contre la domination des élites sociales dans l'espace politique national autant que local. Et des ouvriers et paysans communistes brandissent ce capital collectif dans leur combat contre les spécialistes de la politique qui sont issus des classes supérieures. Alors que ces derniers, eux, investissent très naturellement la scène politique, ils sont convaincus de leurs compétences et de leur supériorité individuelle. Donc il y a des ressources culturelles collectives, des outils qui permettent de combattre un sentiment d'indignité culturelle,
Et lorsqu'on s'intéresse aux itinéraires de ces militants ouvriers ou paysans, en réalité, il apparaît que ces armes, elles ont été souvent constituées avant même l'entrée dans le parti, et parce qu'elles ont commencé à s'affiner essentiellement dans le combat syndical. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai apprentissage à tenir tête au contremaître, à son patron, à éprouver la force du collectif. Il y a une expérimentation de cette force, d'abord dans le cadre de l'engagement syndical, et pour l'immense majorité des ouvriers communistes, il y a eu d'abord une adhésion syndicale qui a précédé l'engagement au sein du parti. Et très souvent, en réalité, l'engagement syndical prime même au niveau local sur l'engagement dans le parti. Et cette importance de la matrice syndicale pour comprendre l'ouvriérisation des partis communistes, elle amène plus généralement à souligner l'importance des réseaux militants qui irriguent le parti et qui lui assurent des liens étroits avec les milieux populaires, puisque c'est véritablement l'existence de réseaux annexes au parti, donc les syndicats, les différentes associations, donc de femmes, de locataires, d'anciens résistants, d'immigrés. C'est l'entrée dans ces associations qui contribue à éroder les barrières à l'accès au champ politique et même à l'accès au parti. C'est-à-dire que ces différents réseaux constituent des sas d'apprentissage du militantisme et donc facilitent l'entrée dans l'organisation. On n'est cependant pas dans un mode d'organisation gazeuse, donc pour reprendre une expression récente, puisqu'il y a tout un travail pour relier ces différentes structures et ces réseaux entre eux, un travail de valorisation de la centralité du parti, dans le sens où c'est bien le parti qui donne une cohérence idéologique à ses engagements, qui pourrait autrement tomber dans des travers particularistes ou locaux. Et donc, il y a une cohérence et un lien avec le champ politique qui est assuré par le travail des permanents politiques. Donc là, j'ai essayé de mettre en avant différents facteurs politiques, que quelques-uns, mais qui me paraissent les plus essentiels. Pour les facteurs sociaux, je vais être beaucoup plus rapide, puisque ce sont des choses assez connues, puisqu'il y a effectivement donc des conditions sociales qui permettent cette structuration populaire du Parti communiste, et c'est effectivement, comme l'a évoqué Marion, la question de la structuration des mondes populaires qui se transforment au début du XXe siècle, avec peut-être effectivement une unification du groupe plus forte autour du groupe des ouvriers qualifiés de la métallurgie. Donc il y a un groupe central ouvrier qui donne le ton à l'ensemble des classes populaires. Il y a tout un ensemble de facteurs qui favorisent les réseaux de solidarité interne à la classe. Je vais en citer surtout un qui est la superposition entre l'espace de travail et des espaces de résidence. Donc le fait que l'on travaille et que l'on réside dans le même espace, cela joue beaucoup dans l'émergence de sociabilités populaires intenses qui ont plus de facilité à trouver un débouché sur la scène municipale et donc dans l'espace politique. Il y a une forte identification des voisins, des amis et des proches par rapport à ce qu'ils font et ce qu'ils sentent sur leur lieu professionnel. Il y a une prise en compte des rapports de classe plus directement liés à la scène de production, puisqu'il y a cette articulation très fine entre espace de résidence et espace de production. Et c'est pour ça que ce sont souvent dans les bourgs industriels et dans les communes ouvrières des grandes agglomérations que le communisme municipal se développe à partir des années 30. Et en même temps, ce qui apparaît, c'est que ces élus ouvriers, donc qui dominent notamment dans ces communes, ils ne sont pas très représentatifs de la diversité des classes populaires de leur époque, puisqu'on est plutôt face à une élite ouvrière masculine, d'ouvriers qualifiés, voire très qualifiés, qui travaillent dans de grandes entreprises. Donc il y a en quelque sorte la reproduction de rapports de domination interne aux classes populaires dans l'organisation communiste. Et donc on est face à une élite ouvrière qui est plutôt proche des classes moyennes et qui est aussi en alliance avec les classes moyennes, puisque la force du mouvement ouvrier et du mouvement communiste, c'était notamment l'alliance entre les militants ouvriers et les enseignants. Il y a tout un travail de coopération entre ce qu'on peut appeler de la petite bourgeoisie culturelle et les militants
ouvriers, et les cellules communistes étaient des lieux très fortement inter- et classistes qui permettaient ce type de synergie. Et donc ces conditions, elles s'effritent, donc conditions à la fois politiques et sociales, surtout donc à partir des années 70. Il y a différentes chronologies effectivement qui peuvent être mises en avant. Mais à mon sens, dès la fin des années 70, il y a des transformations telles des classes populaires qu'il y a un début de désagrégation et d'éclatement, le début de la fin de la centralité ouvrière qui est mise en avant par Xavier Vignat. Et donc le fait qu'il y a tout un ensemble d'évolutions qui vont fragiliser la culture de classe qui avait façonné un rapport populaire aux politiques qui était spécifique et qui expliquait aussi le succès du Parti communiste. Il y a le fait que les grandes entreprises tendent à être démantelées, il y a une précarité au travail qui se développe, il y a une perte de cohésion ouvrière, il y a un déclin du groupe central des travailleurs qualifiés de la métallurgie. On travaille de plus en plus dans des petites unités de production. Les stratégies patronales sont de plus en plus efficaces pour diviser les collectifs ouvriers. Il y a un déclin très relatif numérique du groupe ouvrier, mais qui est compensé par le développement des catégories populaires dans le monde des services, donc avec les employés qui se développent dans le cadre d'une féminisation du salariat. Donc les classes populaires restent quasiment toujours aussi nombreuses, mais elles évoluent, et ces mutations tendent à les éloigner non seulement du Parti communiste, mais en fait, de manière plus générale, de l'action militante. Il y a à la fois la ségrégation socio-spatiale, donc dans le rural et dans certaines communes de banlieue, l'éloignement entre l'espace résidentiel et le lieu de travail, l'éloignement des centres de décision dans les entreprises, où de plus en plus les figures adverses qui pouvaient avant être identifiées par le patron ou par les notables locaux, de plus en plus ces catégories-là, elles désertent pour résider dans le centre-ville des grandes agglomérations. Il y a même l'alliance avec les classes moyennes cultivées qui est remise en cause, puisque beaucoup d'enseignants ne vont plus résider dans ces communes de banlieue ou dans les bourgs industriels, ils vont eux-mêmes habiter dans les grandes villes. Donc il y a tout un ensemble de conditions qui sont remises en cause et qui fragilisent la possibilité d'un engagement populaire au sein du Parti communiste. Il y a aussi des stratégies politiques qui font qu'il y a une désagrégation des écosystèmes communistes locaux, puisque ce qui faisait la force du Parti communiste, c'était l'articulation entre les différents types de réseaux. Or, de plus en plus, il y a une désarticulation entre la matrice syndicale, qui était la principale matrice d'ouvriérisation du parti, et le parti, dont les structures vont plutôt se recentrer sur les collectivités territoriales et sur des permanents qui sont moins d'origine ouvrière, qui ont moins de culture syndicale et qui sont plutôt d'abord des collaborateurs et d'élus. Donc là, on retrouve un processus que l'on retrouve dans tous les partis à gauche et à droite, où ce sont de plus en plus les professionnels de la vie politique qui vont devenir dominants dans les organisations et donc qui ont moins de liens par la force des choses avec les milieux populaires et les milieux syndicaux. Donc, pour conclure, donc je voudrais dire que j'ai surtout voulu mettre en avant l'importance de prendre en compte à la fois les conditions organisationnelles et les conditions sociales pour comprendre la possibilité d'un engagement politique des classes populaires. Il y a ces deux types de ressorts à prendre en compte. Que sur le modèle communiste, effectivement, il faut éviter d'avoir des visions idéalisées. Et donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à prendre en compte certaines zones d'ombre. Donc, d'abord, à la reproduction de rapports de domination interne au milieu populaire au sein de l'organisation, qui a surtout été dominée par des hommes très qualifiés, urbains, issus des grandes entreprises. Et cette focalisation sur ce type de catégorie n'a pas aidé à prendre en compte les recompositions des milieux populaire qui commence dès la fin des années 70. Comme zone d'ombre, il y a aussi la question de la centralisation des responsabilités dans un corps de permanents qui, par la force des choses, pouvait être éloigné des réalités des milieux populaires, puisque le capital collectif militant que j'ai évoqué, c'est une force
pour rentrer dans l'organisation et faire de la politique, mais c'est aussi une barrière par rapport à ceux qui sont restés dans la production, et ça peut être utilisé par des permanents pour tenir à distance des ouvriers ou des paysans qui sont tenus aux marges de la scène politique. Et sur ce modèle, donc, il y a peut-être la tendance parfois à tout remettre en cause, puisqu'il y a ces questions de problèmes de démocratie interne que j'ai évoquées qui se posent au fait dès le milieu des années 20, donc très très tôt. Mais en même temps, on voit bien par rapport à la situation contemporaine que l'absence d'organisation, c'est-à-dire avoir un mouvement large de sympathisants qui valorisant l'horizontalité, les stratégies individuelles des personnalités de la société civile, c'est peut-être pas une solution pour assurer un renouveau du mouvement, d'un mouvement politique d'alternative au capitalisme qui soit ancré dans les milieux populaires. Donc, être capable de résister aux logiques de domination du champ politique, ça nécessite peut-être quand même des ressources collectives. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt, je pense, à se pencher sur cette histoire du mouvement communiste au XXe siècle. Merci. Merci, Julien. Donc, il nous reste une dizaine de minutes à peu près pour partie débat, discussion, questions et précision, éventuellement réaction de Mario Fontaine et de Julien Michel. Voilà. Oui. Si je peux, j'aurais une voilà. question. Très bien, voilà, merci beaucoup. Je profitais du fait d'avoir le micro. Non, je me demandais, en t'écoutant, quand tu évoques le rôle des syndicats, le rôle effectivement qu'on voit bien chez Miner ou ailleurs, de l'engagement communiste comme formation pour effectivement des bons élèves qui ont dû quitter l'école trop tôt. Qu'est-ce qui est singulier au Parti communiste et qu'est-ce qui se retrouve ailleurs en Europe, je ne sais pas, par exemple au sein du Labour ou au sein de structures social-démocrates. Enfin, si on revient au vrai sens, au sens initial de la social-démocratie, c'est-à-dire des partis comme en Scandinavie, très intégrés justement avec les syndicats, est-ce que le fonctionnement est le même ou est-ce que dans le centralisme démocratique ou autre, il y a des différences est-ce qu'au fond, pour la vraie action social-démocrate, pour pousser la provocation jusqu'au bout, n'aurait pas été celle, en matière d'action militante, celle du Parti communiste, mais qui a réuni des formes les plus intégrées, beaucoup plus que le Parti socialiste, ou du moins le Parti socialiste a fait différemment. Oui, moi j'ai tendance à penser qu'effectivement que le Parti communiste a fait le travail qu'a fait le Parti travailliste, et qu'on est sous des formes très très proches, et que la faiblesse de la SFIO en 1945 joue beaucoup sur le fait que c'est le parti dominant et qui fonctionne comme ça. Donc sur la comparaison avec les travaillistes, moi je pense que c'est voilà, qu'on est sur des processus assez similaires en termes d'organisation et une réussite dans l'ouvriérisation. Dans la formation d'élite ouvrière, voilà, effectivement, exactement. Il y a des députés, si on compare, sans revenir à ma monomanie sur les mineurs, la part, il y a effectivement une part de députés ouvriers au sein du Labour qui est remarquable et qui couvre une bonne partie du XXe siècle quand même. Et qu'on retrouve en effet, dont l'équivalent n'existe qu'au sein du... l'équivalent en France, c'est le Parti communiste. Oui. Mais avec, est-ce que l'idéologie, c'est ma question, fait une différence ou au fond, est-ce qu'ils se retrouvent Parce que c'est pas la même idéologie. En fait. Ah non. Et puis il y a le Parti communiste britannique qui, lui, n'arrive pas, en général, à le percer. Donc non, c'est pas la même idéologie, mais le fait que le paysage politique soit structuré différemment, que les règles électorales soient différentes, je pense que ça a un véritable impact sur les possibilités. Et l'état de la SFIO joue énormément dans la possibilité d'avoir eu un parti communiste comme ça. Parce que c'est vrai que tu évoquais le cas du Nord, et moi je vois quelques cas de socialisme ouvrier dans différents territoires, mais en général, peut-être la grande différence, c'est que les ouvriers sont quand même dans des positions subalternes en général
À part peut-être dans le Nord. Non, et même dans le Nord. Enfin, ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a toujours des exceptions. Et je pense en particulier à une exception qui fait que le socialisme du bassin minier du Nord reste très lié au syndicat des mineurs jusqu'en 1945, c'est-à-dire jusqu'au moment où, effectivement, le syndicat des mineurs bascule du côté communiste. Et on voit bien la différence, c'est-à-dire que jusqu'en 1945, tu as des maires ouvriers qui sont beaucoup, enfin qui deviennent rarissimes après 1945. Donc oui, je pense que c'est la question du lien maintenu ou pas avec les syndicats et effectivement là, je trouve totalement déterminante. C'est ça quand même qui fait aussi l'ouvriérisation. Oui, c'est tout à fait passionnant comme question, cette mise en regard entre la social-démocratie et ce qu'a été le Parti communiste après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Je pense que ça soulève beaucoup de réflexions, même sur les conditions de la politisation. Voilà. Oui. Réaction, question, je ne sais pas. Enfin, il y aura évidemment d'autres temps pour la discussion, évidemment. Mais... Juste une petite question sur la distinction entre ouvriérisation et bolchevisation. Pas du point de vue de la période historique, mais il y a le chemin d'ouvriérisation a commencé, puis ensuite la bolchevisation est arrivée et a en quelque sorte non pas rebattu les cartes, mais redéfini un certain nombre de règles dans le rapport entre partis et syndicats et aussi entre culture syndicale et culture de l'organisation politique avec une nouvelle hiérarchisation politique. Le parti devenant en quelque sorte le sommet ou le centre du système galactique, solaire ou autre qui était théorisé, alors que dans les syndicalistes révolutionnaires qui étaient entrés au Parti communiste pour en faire un parti ouvrier, c'était le syndicat qui était au centre de la conception, disons, globale de l'implication ouvrière dans la vie sociale. Et alors, est-ce que, à ton avis, ça a perduré très longtemps ou selon les régions, dans la réalité des territoires et en France, ça a fonctionné différemment. Je veux dire, dans des territoires comme le Nord, ou de la grande industrie, d'un grand syndicalisme de masse, paradoxalement, le Parti communiste est devenu souvent dirigeant. Mais dans d'autres régions de petite industrie ou de moins grande structuration syndicale, les rapports étaient plus flous sur ce qu'était le rapport entre monde ouvrier syndical et monde ouvrier politique. Comme tu es le spécialiste du monde ouvrier dans le monde rural, c'est encore un autre aspect, c'est comment les ouvriers dans le monde rural, comment dire, sont aux manettes du point de vue politique, mais quels sont ces types d'ouvriers? Est-ce que c'est des types d'ouvriers dont la formation est essentiellement syndicale ou politique? Tu vas me dire peut-être les deux, ça dépend des moments, mais du point de vue fonctionnel, comment tu vois les choses? Ça, je parle justement pour les années 50, 60 dans ce domaine. Déjà sur le lien, donc là je suis allé très vite sur le lien entre syndicats et partis. En fait, ça fonctionne bien pour les dirigeants. Mais en fait, dans la réalité de la plupart des zones industrielles, on se retrouve avec un contrôle qui est très relatif des syndicats par le Parti communiste. C'est qu'en général, il contrôle que les dirigeants. Et il n'y a pas un lien fort entre le mouvement syndical de base et l'organisation. Et moi, j'avais commencé par travailler sur la ville de Saint-Nazaire et les chantiers Laval, qui est un haut lieu du mouvement ouvrier.
Et effectivement, le secrétaire de la CGT, il est au Parti communiste, mais en fait, il dirige rien, hein. En fait, ils arrivent juste à avoir de la direction, et même c'est assez difficile puisqu'ils ont vu le Godot à un moment de la libération qui n'est pas dans la ligne et qu'ils sont obligés de. Et donc, c'est-à-dire que les bastions ouvriers sont des bastions ouvriers en termes syndical, mais pour moi, pas des bastions ouvriers communistes. C'est-à-dire que le Parti communiste, il a un rôle qui n'est pas toujours central. C'est simplement que c'est souvent l'expression politique dans la scène politique lors des élections législatives municipales en général, puisque ce sont ces ouvriers syndicalistes dirigeants qui vont se présenter aux élections au nom du Parti communiste, et donc les salariés et la population ne va pas spécialement voter pour le leader communiste, mais pour le leader syndicaliste de la principale entreprise. Et c'est d'abord en tant que syndicaliste qu'on vote pour lui, plus qu'en tant que permanent politique. Mais c'est vrai qu'aux élections municipales, c'est l'étiquette politique qui est mise en avant. Mais même pour des cas comme pour Saint-Nazaire, en fait, les ouvriers ne vont pas voter pour les communistes. Et donc, c'est une municipalité SFIO qui n'est pas dirigée par des ouvriers, mais qui a une base ouvrière en termes électoraux très fort, parce que les ouvriers de la CGT et de Force ouvrière votent plutôt pour des candidats de la SFIO. Donc effectivement, c'est beaucoup plus complexe, et que souvent le contrôle il se fait que en termes, c'est les grandes entreprises qui sont comme Renault-Billancourt, il y a un investissement très fort avec l'envoi de permanents, mais dès qu'on est sur des villes moyennes et sur des entreprises éloigné de la région parisienne et de l'agglomération lyonnaise, on est sur une articulation qui est contradictoire et qui n'est pas toujours automatique. Et j'avais pris l'exemple aussi de la CGT des mines en Lorraine, qui est vue comme... donc on est vraiment sur un fief communiste avec des municipalités communistes très très fortes. Et en fait, ce sont des municipalités liées à la CGT, à la Fédération des mineurs. Et dans les années 90, quand l'écosystème communiste désagrège, il y a des candidats communistes qui se présentent contre les candidats qui étaient communistes, mais qui étaient liés à la CGT, puisque ça ne tient plus. Et on voit bien que la légitimité de ces leaders syndicalistes reposait avant tout sur leur identité de syndicalistes. Donc même dans les bastions ouvriers, et même dans les fiefs communistes, comme la Lorraine du Nord, on est sur un... Donc c'est pour ça que je parle de matrice syndicale, de vecteur à l'ouvriérisation, mais vraiment pas un contrôle du monde ouvrier syndical par le parti, puisque c'est beaucoup plus complexe. Et sur les espaces ruraux, donc, déjà dire, parce que c'est vrai que je suis allé très vite, il ne faut pas oublier les paysans. Et donc les paysans ont un rôle très très important, y compris pour les partis communistes, y compris dès les années 20. Donc souvent on a l'image que c'est que la libération, qu'il y aurait une adhésion rurale et paysanne forte au Parti communiste. Ça commence très très tôt. Ils ont un rôle aussi important, à relativiser, mais important lors de la scission de 1920. Et moi, ce qui m'a assez intéressé, c'est qu'on n'est pas que sur les ouvriers agricoles. On est même assez peu souvent sur les ouvriers agricoles, mais on est souvent sur des paysans qui sont propriétaires, donc sur des petits propriétaires, des moyens propriétaires qui sont en lutte contre des grands propriétaires, des figures de la notabilité locale, mais qui se reconnaissent dans le Parti communiste et donc qui se reconnaissent dans ce discours de défense de la classe ouvrière. Donc c'est ça que je voudrais mettre en avant, c'est que derrière ce mot de classe ouvrière, en fait, on retrouvait des personnes qui étaient donc des paysans, des ouvriers, des ménagères. On en parlait de ménagères auparavant, des personnes qui étaient institutrices et instituteurs. Ils se retrouvaient dans cette dénomination, puisque derrière, c'est au service de la classe ouvrière, donc de ceux qui souffrent le plus, et c'est une lutte contre toutes les dominations. Et c'est pas que focalisé sur l'entreprise et sur les grandes entreprises. Donc il y a une appropriation de cette notion de défense de la classe ouvrière qui est beaucoup plus large que simplement les ouvriers d'usine. Par contre, pour le Parti communiste, c'est l'ouvrier qualifié masculin des grandes entreprises qui est au centre, et c'est pour ça que même dans les fédérations paysannes, c'est-à-dire où la base militante électorale du Parti communiste, ce sont des paysans, les dirigeants de la fédération seront toujours des ouvriers qualifiés. Donc j'avais notamment travaillé sur l'Allier, la fédération de l'Allier, où il y a une base paysanne très très forte, mais la fédération est dirigée par des ouvriers de la métallurgie de Montluçon jusqu'aux années 90. Donc dans l'imaginaire communiste, c'est quand même l'ouvrier qualifié de la métallurgie ou le cheminot ou le mineur. Donc c'est plutôt voilà, l'ouvrier respectable des grandes entreprises qui est le symbole
du militant ouvrier. Mais dès que l'on creuse, on voit que derrière, on retrouve tout un ensemble de personnes, et notamment donc des paysans, qui se retrouvent dans cette mobilisation. Merci Julien. On arrive au terme du temps. Peut-être que Parti, oui. vous-même, comme vous aviez Oui, dans votre intervention, vous nous avez dit que vous pourriez développer sur aussi le monde paysan. Donc moi, j'aimerais bien, si vous avez des... Oui, c'est même si en effet les conclusions sur l'époque juste avant sont en fait très similaires à ce que dit Julien, c'est-à-dire qu'effectivement, alors pour un pays comme la France, où il faut le rappeler, la population urbaine deviendra majoritaire en 1931. Même quand vous appelez parti ouvrier, si vous ne regardez pas les paysans, vous avez un vrai problème. Donc il y a effectivement un regard et une interrogation, et même l'interrogation sur les élections présidentielles de 1849, le respect pour les républicains et pour les progressistes, un vrai trauma, c'est-à-dire, et surtout avec l'idée que beaucoup de paysans ont voté pour Louis-Napoléon Bonaparte, avec en tête, pour plein de raisons, va beaucoup les interroger. Donc il va y avoir un vrai... l'attitude socialiste, donc en sens très générique, avant 1914, va osciller entre la volonté de ramener à soi une partie de ces paysans. Bon, par exemple, Jaurès, quand il veut l'emporter dans sa circonscription de Carmaux, il faut qu'il convainque les mineurs, ça c'est pas le plus compliqué, les verriers et une partie des paysans. Donc il y a aussi ce qui fait qu'il va y avoir tout un discours agricole, en fait, la SFIO qui va se développer sur le prix du blé, sur le métayage, sur la petite propriété. Donc il y a une vraie tentative de se réconcilier avec exactement le même constat de Julien, c'est-à-dire que c'est plutôt les petits propriétaires qui votent pour le Parti socialiste et pas tellement les ouvriers agricoles. Et je déplace un peu. C'est intéressant aussi de se dire que dans cette longue histoire du vote des catégories populaires, il y a des catégories qu'on ne voit quasiment pas et dont on connaît d'ailleurs très peu les votes. Les ouvriers agricoles sont une de ces catégories. C'est-à-dire ils ne votent pas nécessairement et pas majoritairement socialistes ni communistes. On ne sait pas très bien ce qu'ils votent. L'autre, c'est évidemment, on a l'idée des formes de politisation des ouvriers de la métallurgie, bien sûr, des mineurs aussi. Ce qui constitue quand même une des premières industries en matière de main-d'œuvre, c'est-à-dire l'industrie textile, qui est aussi l'une des plus féminisées, et jusqu'à quel point elle vote à gauche et à la limite, on veut dire quelle que soit la gauche, en réalité, on a très peu d'idées. Donc, pour reprendre un terme contemporain, je pense que même historiquement, il y a des catégories populaires qu'on a qui sont invisibles dans cette histoire, dont on ne sait pas très bien si elles ont si elles ont des options politiques déterminées ou si elles sont tellement écrasées, en réalité c'est ce qui peut se produire aussi, elles sont tellement écrasées par la misère, par la vie au jour le jour, que en réalité, tout simplement peut-être qu'elles ne votent pas, hein, ça peut être ça aussi. Donc, pour le monde paysan, pour en revenir au point de départ, c'est une question qui se pose particulièrement. Mais on sait qu'effectivement, il y a une partie de la petite propriété paysanne qui se tourne vers les socialistes eux-mêmes ayant des rapports un peu compliqués. C'est-à-dire que les paysans, peut-être plus encore que les ouvriers, sont à la fois, leur terrain de mission favori. Bon, si vous prenez les carnets de Marcel Cachin ou les réflexions de Compère Morel, ils ont parfois des réflexions très dures sur ces paysans, en gros de dire que c'est un tas de sauvages ignorants et alcoolisés et qu'on n'en fera jamais rien. Je pense qu'il faut aussi tenir, effectivement, avoir en tête ce découragement des militants socialistes qui prouvent bien que ce rapport, encore une fois, à ces milieux sociaux n'est jamais quelque chose de donné. Et dans le cas d'une paysannerie qui passe par ailleurs pour plus conservatrice que le monde ouvrier, c'est encore plus compliqué, même si on va avoir, et à la limite on a jusqu'à aujourd'hui, des bastions de la gauche qui sont des bastions du gros. Donc ce long travail n'aura pas tout à fait été inutile, mais il n'est pas simple et il faut bien dire qu'il y a toute une partie de la paysannerie, encore une fois comme d'autres parties des classes populaires, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle pensait politiquement et comment même elle votait. Encore une fois, le cas du textile est assez remarquable à cet égard.
Voilà, c'était passionnant. Bien, merci.